Messieurs, dames, bonjour. Bonjour et bienvenue. Bienvenue d'abord sur ce forum. Nous sommes à la première journée de ce Forum international de la sécurité, de la cybersécurité. Et ici, et bien sur le stand et la scène du Hacking Lab, nous avons nos premiers intervenants avec Klee Group, qui est ici représenté par deux intervenants. D'abord Philippe, qui est le CTO de l'entreprise. Bonjour Philippe. Bonjour. Et puis ensuite, nous avons Renaud Felten, qui est l'expert en cybersécurité. L'intervention de cette matinée consiste en une demi-heure à nous faire une démonstration d'une cyberattaque. Je vous laisse développer et expliquer en quoi les outils, ou en tout cas cette démonstration, va permettre au public de vivre l'expérience. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont profité du moment pour acheter une nouvelle voiture. Je parle des petites voitures. Si vous avez réussi à les acheter, vous avez peut-être observé qu'il y a des composants qui ont été remplacés. On n'a plus maintenant les contours digitaux. On a des contours à aiguille. Enfin, moi, je trouve ça vachement mieux. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, Renaud. Pourquoi on a ça? Je parle des voitures françaises. Parce que ces composants sont fabriqués en Asie, à Taïwan, et qu'il y a une rupture de la chaîne d'approvisionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien beau d'avoir des voitures fabriquées en Europe ou en France. Si on ne maîtrise pas toute la chaîne d'approvisionnement, on ne maîtrise pas. Et en chaîne d'approvisionnement, si on se pose la question d'un point de vue sécurité, ça pourrait poser problème. C'est ce qu'on va voir avec Renault. Alors, je fais un petit disclaimer. Moi, je suis Philippe Crétin, je suis CTO. Le responsable du pôle n'a pas pu venir. Il vient d'avoir un bébé, donc je le remplace. Donc, c'est essentiellement Renaud qui va faire la présentation. Supply chain en anglais, chaîne d'approvisionnement. Tout à fait. Bonjour à tous. Donc, Renaud Felten. Avant de partir... Attendez, on a un petit problème de micro. C'est bon? Allez-y, Renaud. Okay. Donc, bonjour à tous. Donc, Renaud Felten. Donc, avant de faire cette démo de hacking, petit rappel des 5 étapes clés, on va dire, d'une compromission, si on essaye un peu de généraliser tout cela. Quand un attaquant fait une attaque, il va d'abord définir une cible. Donc, ça va être la première étape, donc définir un périmètre. Lorsqu'il a identifié cette cible, il va faire tout ce qui est une collecte d'informations pour essayer d'identifier des machines vulnérables, des personnes à cibler pour obtenir des informations. Donc, une fois que ces informations sont obtenues, on va passer à la phase active, à savoir l'attaque. Donc, on va attaquer un système ou une personne. Une fois qu'on a réussi à cette étape-là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de maintenir un accès distant. C'est-à-dire que si j'ai réussi à m'introduire dans un système, il faut que je puisse par la suite pouvoir y revenir facilement. Tout ceci, bien sûr, dans l'optique de le faire de la façon la plus discrète possible, dans la mesure où on peut avoir un risque, quand on compromet un système, de se faire détecter parce qu'il y a des systèmes automatisés, il y a des personnes qui regardent un petit peu ce qui se passe. Donc, l'attaquant, il va essayer de garder à l'esprit cette notion d'être furtif. Donc, il faut savoir qu'une fois qu'on a compromis un système ou une personne, et dans ce périmètre-là, on va pouvoir réitérer ces étapes-là, puisque tout est cyclique, jusqu'à réussir à soit compromettre le système en entier, soit atteindre son objectif. Donc, gardez ces étapes à l'esprit, puisque dans la démonstration qui va suivre, on va vraiment, vous allez voir, on va effectuer ces étapes-là. Donc, sans plus attendre, on va passer à la démonstration. Donc, petit point d'attention. La démonstration qui est réalisée, elle est faite en 25-30 minutes grand maximum. C'est le résumé d'une attaque qui peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours, en fonction de la complexité. Donc, il y a certaines étapes, vous verrez, elles sont déjà effectuées par souci de temps. Toutes ces opérations, elles sont effectuées dans un laboratoire, c'est-à-dire que là, on n'est pas en train d'attaquer un système qui est exposé sur Internet. C'est contrôlé, c'est des machines qui nous appartiennent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que s'attaquer à un système, sûrement la plupart d'entre vous le savez, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est répréhensible par la loi. On n'a pas le droit de s'introduire sur un système automatisé sans l'accord du propriétaire. Sinon, vous êtes soumis, si on vous repère, à des amendes ou à des peines. Voilà. En plus de renseignements sur ces peines, je vous engage à aller voir la gendarmerie et le ministère de l'Intérieur qui sont juste à côté. Pour l'instant, on va s'éviter. Je vous laisse poursuivre. Ils ont des grosses voitures pour nous poursuivre. Ouais. Ça a l'air intéressant, j'irai peut-être faire un tour après.
Et puis aussi, par souci de temps, ici, on fait un peu une attaque sale dans la mesure où on ne va pas courir nos traces. C'est parce que ça prend aussi du temps, cette étape-là. Donc là, place à la démo. Donc, vous connaissez sans doute tous Nitrosoft, donc leader mondial du secteur du numérique. Donc, ils sont à l'origine de plusieurs solutions, comme des solutions de bureautique, des solutions d'authentification. Ils ont aussi créé un système d'exploitation qui est utilisé par nombre d'entre nous. Et donc, moi, aujourd'hui, en tant qu'attaquant, j'ai décidé de m'attaquer à cette entreprise parce que je peux potentiellement, dans un but financier, me faire beaucoup d'argent. Le problème, c'est que Nitrosoft, ils ont les moyens. Ils ont des moyens techniques et financiers pour détecter et empêcher aussi des attaques. Ils ont leurs systèmes qui sont bien sécurisés, bien à jour. Donc, une attaque frontale, ça me semble compliqué. Pourtant, moi, mon objectif, ça va être d'essayer tout de même de m'introduire dans ce système d'information, notamment en compromettant dans un premier temps une machine. Donc, comme je vous le disais, comme c'est compliqué de s'attaquer directement à eux, la première chose qu'on va faire, on va essayer quand même de collecter de l'information parce qu'on va peut-être trouver des choses intéressantes sur le sujet. Donc, cette collecte d'informations, ça passe par une phase qu'on appelle OSINT, donc Open Source Intelligence, donc qui consiste à rechercher des informations publiques disponibles, notamment sur Internet. Et souvent, les entreprises, comme beaucoup d'entre nous aussi dans le milieu professionnel, ou même vous pourrez voir ailleurs sur les stands, ils utilisent les réseaux sociaux, comme LinkedIn. Donc, en allant sur LinkedIn, moi, je vais repérer la page de Nitrosoft et je vais essayer d'explorer un petit peu les activités qu'ils ont laissées. Je vais tomber sur un post qui va m'intéresser dans la mesure où j'apprends qu'il y a un projet qui va démarrer donc dans le métavers, mot à la mode, et ils essayent de concevoir le premier moteur de recherche du métavers. Et pour produire cette solution, ils ne vont pas travailler tout seuls, ils ont fait appel à une autre entreprise qui s'appelle Bingodin. Donc moi, je vais aller commencer à aller regarder ce que fait Bingodin. Parce que là, je me dis, Nitrosoft, c'est peut-être compliqué de s'attaquer à eux, mais comme ils vont travailler avec Bingodin, peut-être que je vais pouvoir avoir des facilités si d'abord je compromets Bingodin pour m'introduire dans le réseau de Nitrosoft. Donc là, Bingodin, je vais commencer à regarder. Je vois déjà en termes d'employés ou de connaissances, ça a l'air d'être une plus petite entreprise. Donc qui dit plus petite entreprise, dit peut-être moyen plus compliqué à disposition pour sécuriser les systèmes d'information. En creusant parmi la liste des employés, je vais remarquer qu'un certain Jean Maligrade, qui, d'après les recherches que j'ai faites précédemment, va travailler sur le projet avec Nitrosoft, est un employé de Bingodin. Et en fait, je vais essayer de creuser plus d'informations sur cette personne, parce que peut-être que ça va être mon point d'entrée pour m'attaquer au réseau de Nitrosoft. Donc là, je vais parcourir les réseaux sociaux et je vais identifier un profil Twitter de Jean Maligrade. Et en fait, là, je me rends compte de plusieurs choses. En fait, Jean Maligrade, c'est une personne qui est fan de crypto. Il parle tout le temps de crypto et à tel point qu'avec son entreprise, ils ont développé un projet open source lié au monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et donc là, c'est intéressant pour moi. Déjà, première information, j'obtiens un site internet, donc le GitLab de l'entreprise Bingodin. Donc là, à partir d'ici, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait des commits sur des projets GitHub ou autres, il y a des traces dans les commits et on peut remonter jusqu'à identifier l'adresse mail de la personne qui a effectué les commits. Donc là, j'ai obtenu l'adresse mail de Jean Maligrade. Ça pourra peut-être me servir pour la suite de mon attaque. En poursuivant un petit peu mon enquête, je repère également que sur un forum Discord dans lequel Jean Maligrade participe, qu'il est à la recherche d'un nouvel investissement niveau crypto-monnaie pour essayer de faire d'élargir, de fructifier son portefeuille crypto. Donc à partir de là, moi, ces informations-là, elles vont me permettre de faire ce qu'on appelle une attaque basée sur l'ingénierie sociale. Comme je sais que Jean Maligrade, il est fan de crypto-monnaie, que je sais qu'en ce moment, il est à la recherche d'une nouvelle monnaie sur laquelle investir, ben moi, en tant qu'attaquant, je vais pouvoir m'attaquer à ce point faible, en fait. Et donc, à partir d'ici, je vais créer un faux site qui développe une fausse monnaie qui s'appelle le Dogecoin. Et pourquoi je vais faire ça, moi, en tant qu'attaquant? Parce que je vais exploiter une attaque qu'on appelle de spear phishing. Donc, le phishing, vous avez sûrement tous aujourd'hui au moins reçu un jour un mail qui se faisait passer, je ne sais pas, pour l'assurance maladie ou pour votre banque et qui vous demandait d'installer un exécutable ou de rentrer des informations sur un site internet. Ici, c'est exactement ce que je vais faire, mais on appelle SPEAR dans le sens où c'est ciblé sur Jean Maligrade. Et donc là, j'ai fait un site de crypto-monnaie. Et vous voyez ici, il y a un bouton qui s'appelle « N'attendez plus, connectez-vous à votre compte Nitrosoft ».
Et en fait, lorsque je vais cliquer ici, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et donc, comme on le sait tous, Nitrosoft, il propose aussi un service d'authentification tiers pour des sites web où, au lieu de créer des comptes, en fait, on va se connecter avec son compte Nitrosoft et on va pouvoir accéder au service. Ici, on a l'impression que c'est bien la page d'authentification de Nitrosoft. Regardez, l'URL a l'air correcte. Et pourtant, en fait, c'est une attaque qui a beaucoup fait parler d'elle en mars dernier, qui s'appelle l'attaque Browser in the Browser. En fait, ici, ce n'est pas une fenêtre, c'est une iframe dans laquelle on a tout manipulé avec du CSS, les informations. Et là, on voit, en fait, l'URL ici, c'est juste du texte, ce n'est pas une URL. Donc là, si on ne fait pas attention et qu'on rentre ces identifiants, bah, potentiellement, on a accès au compte de la personne. Donc moi, à partir de ce scénario d'attaque que j'ai fait, connaissant l'adresse mail de Jean Maligrad, son intérêt pour la crypto-monnaie, bah, je vais simplement lui envoyer un mail et lui donner des informations incitatives pour qu'il aille sur mon site et qu'il se connecte avec son compte Nitrosoft. Et donc, c'est là que la démo va commencer. Donc là, je vais sur ma machine attaquante, donc une simple Kali montée pour l'occasion. Et maintenant que j'ai envoyé le mail, en fait, je vais simplement mettre en place un listener, donc qui va essayer d'écouter et d'attendre de voir si Jean Maligrad s'est fait piéger ou non pour intercepter les informations qu'il pourrait rentrer. Donc là, si tout va bien, si mon attaque de spear phishing a fonctionné, je vais recevoir des informations. C'est le cas ici, j'obtiens bien l'email de Jean Maligrad et un mot de passe. Donc là, à partir d'ici, ce qu'on pourrait se dire, c'est super, je ne vais pas me connecter avec son compte Nitrosoft et puis peut-être que je vais réussir à faire des choses. Il y a deux problèmes. La première, c'est que ce service-là, il n'est pas forcément hébergé au sein du SI de Nitrosoft. Deuxième problème aussi, moi je sais que comme Nitrosoft, comme on l'a vu, ils ont beaucoup de moyens. Souvent, quand on utilise leur service, ils ont mis en place de façon systématique un deuxième facteur d'authentification. Et donc là, si j'arrive à me connecter avec ce compte-là, il y a 99% de chances qu'ils reçoivent une notification qui demande le deuxième facteur pour se connecter. Et donc moi, en tant qu'attaquant, ça veut dire que ça va me donner du travail supplémentaire pour essayer de compromettre le deuxième facteur. Et là, moi, je n'ai pas forcément le temps ni l'envie. Donc avant de faire ça, je vais essayer de voir les autres informations que j'avais obtenues. Souvenez-vous, on avait obtenu dans un de ces précédents posts le site web du GitLab de l'entreprise. Souvent, il y a une mauvaise pratique des utilisateurs, c'est qu'ils ont tendance à utiliser le même mot de passe pour plusieurs services. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais essayer ce fameux mot de passe que j'ai trouvé et on va voir si, avec un peu de chance, je peux me connecter et peut-être que ce GitLab-là, il n'y a pas la mise en place du deuxième facteur. Alors, il boude. Là, petit effet démo. Donc là, bingo, j'ai réussi à me connecter. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, Jean Maligrad a cette fâcheuse tendance d'utiliser plusieurs fois un même mot de passe. Donc ici, on arrive sur GitLab. Donc GitLab, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestionnaire de version. On s'en sert beaucoup dans le monde informatique pour développer et faire le suivi de version. Donc il y a les projets publics, donc ceux qui sont accessibles par tout le monde. Donc ce n'est pas forcément ceux-là qui vont m'intéresser. J'ai déjà fait des recherches avant, j'ai rien trouvé d'intéressant. Je m'en suis juste servi pour mon attaque en spear phishing. Ce qui va m'intéresser, c'est ce projet-là, Nitrosoft Search. Parce qu'on voit que c'est le projet de moteur de recherche pour le client Nitrosoft. Donc à partir d'ici, moi, c'est potentiellement une mine d'or dans la mesure où j'ai accès au code source de l'application qu'ils sont en train de développer. Donc là, je vais pouvoir essayer de creuser, de chercher des informations. Peut-être que je vais trouver des choses intéressantes, comme, je ne sais pas, une clé SSH, un mot de passe, des identifiants. Parce que souvent, il y a aussi la mauvaise pratique de laisser plein d'infos sur ces dossiers-là, sur ces repositories-là. Donc ici, je vous mâche un peu le travail. Ce qui va m'intéresser, c'est ce fichier-là, config.properties. Il y a deux éléments qui vont m'intéresser. Le premier, c'est que ici, je vois que j'ai un numéro de version pour un logiciel, une application, un framework qui s'appelle Spring Core. Donc cette version-là de ce framework de développement, en fait, il est vulnérable à une attaque qui est sortie récemment qui s'appelle Spring4Shell. Donc peut-être pour certains, ça va vous rafraîchir la mémoire. Ça ressemble un peu à Log4Shell au niveau de l'exploitation. Donc là, moi, je vois ça, je me dis, ah bah chouette, là, ils sont en train de développer sur une application vulnérable. Donc si j'arrive à accéder à ce serveur, potentiellement, je peux le compromettre. Le problème, c'est que je n'ai pas l'URL. Ici, on voit que l'URL a été variabilisée. Par contre, quand on est sur un GitLab, je vous l'ai dit, ce qu'on va aussi regarder, ce qui est intéressant, c'est que c'est un gestionnaire de version. Donc, on peut aussi voir ce qui a été téléversé précédemment sur le projet. Donc là, on voit ici qu'il y a eu un commit qui a eu lieu. Donc, si je remonte un peu et je regarde les différents commits,
là où c'est intéressant, c'est qu'avant de variabiliser l'URL, on voit ici que sur le projet, on avait écrit en clair dans le fichier de configuration l'URL. Donc là, on voit que c'est une URL de recette externe. Donc potentiellement, je ne vais peut-être pas pouvoir y avoir accès. Mais là, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a le client, donc Nitrosoft avec LinkedIn, qui ont ouvert une connexion entre eux. Et cette connexion, elle a été faite pour qu'ils puissent déployer l'application et éventuellement la tester, je suppose. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on travaille dans le monde de l'entreprise. Mais souvent, il y a une des mauvaises pratiques des entreprises quand on gère des centaines, des milliers de projets, c'est que quand on ouvre ce genre de machine, on oublie de faire tout ce qui est la configuration, autorisation, allocation d'IP, etc. Et souvent, ces plateformes, elles sont simplement accessibles depuis Internet. On les fait plus tard, quoi. Comment ? On les fait plus tard. Ouais, on le fait plus tard, effectivement. C'est souvent dans les mauvaises pratiques. Ce genre de... Donc là, bah, ce que je vais essayer de faire, bah, c'est je vais essayer de pinguer la machine dans un premier temps. Et si je vois que la machine, elle répond, bah, ça veut dire qu'elle est exposée sur Internet. Et donc moi, je vais pouvoir m'attaquer à elle, finalement, commencer à regarder. Donc là, on voit que la machine, elle répond. Donc moi, c'est bingo. Ça veut dire que je vais pouvoir aller voir ce qui se passe sur cette machine. Donc même si je sais que j'ai potentiellement un point d'entrée sur cette machine-là, avant de faire quoi que ce soit, la première chose que je vais faire, c'est que je vais scanner les différents services qui sont accessibles depuis Internet. Donc souvent, on utilise un logiciel qui s'appelle Nmap. Donc on tape une commande. Moi, je vous ai mâché le travail. J'ai déjà fait les résultats pour pas qu'on perde de temps. Et donc là, si on regarde, il y a 2 services qui sont ouverts et accessibles depuis Internet. Le premier, c'est le service SSH, qui me permet de me connecter à distance via un shell sur la machine. Donc souvent, ce port, il vaut mieux pas qu'il soit accessible sur Internet parce que s'il y a des faiblesses de configuration ou d'accès, on va pouvoir se connecter à la machine et ça peut être un problème. Donc moi, là, ce que je vais essayer de faire, c'est je vais essayer de me connecter avec un compte SSH et voir un petit peu si on me demande un mot de passe ou autre chose. Parce que si on me demande un mot de passe, c'est que Maligrad, il a encore eu la fâcheuse tendance de remettre le même identifiant. Donc, là, déjà, on voit ce fameux message. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est que l'accès en SSH n'est pas possible via mot de passe, mais via une clé d'authentification. Donc, n'ayant pas cette clé, je ne vais pas pouvoir me connecter. Il faudrait que je récupère cette clé et là, dans le repository, elle n'est pas présente. Donc là, je ne vais pas pouvoir attaquer ici. Mais rappelez-vous, là, on voit qu'il y a le port 80 qui est exposé. On sait qu'il y a un Spring vulnérable qui tourne dessus. Donc, c'est ici que je vais essayer d'avoir un point d'entrée. Donc, cette vulnérabilité Spring, eh bien, je vais essayer de voir si je peux effectivement l'exploiter. Donc là, j'ai un petit script Python que j'ai fait pour vous qui me permet déjà de détecter si je peux exploiter cette vulnérabilité. Alors, il me demande l'URL. C'est sûr que si je ne la mets pas, ça va être compliqué. Et donc, lorsque j'aurai mis cette URL, le programme va tourner et puis il va me dire si oui ou non je peux exploiter la faille. Et si je peux l'exploiter, il va essayer aussi d'identifier ce qu'on appelle les endpoints, donc les endroits, les points d'entrée sur lesquels je vais pouvoir essayer d'exécuter la vulnérabilité. Donc là, il me dit, j'ai détecté un endpoint, le /hello-world/greeting, et donc que la machine est effectivement vulnérable parce qu'avec les tests qu'il a fait, il le détecte. Et en plus, ce qui est bien, c'est que le programme, je l'ai codé de sorte qu'il me donne même l'URL complète sur laquelle je vais pouvoir effectuer l'exploitation de la vulnérabilité. Donc là, j'ai un autre script qui me permet d'exécuter cette fameuse vulnérabilité Spring4Shell et donc qui va me permettre de mettre en place ce qu'on appelle un web shell. Donc un web shell, c'est quoi? C'est tout simplement, je vous disais tout à l'heure qu'en se connectant en SSH avec un shell, on se connectait avec, à distance sur la machine directement. Le web shell, en fait, on va avoir un shell, mais accessible via HTTP, donc via le port 80 qui est ici ouvert. Donc là, on voit que le payload s'est exécuté et qu'en plus, il me dit, je vais pouvoir le trouver ici. Et donc, si tout va bien, si je tape cette URL dans mon navigateur, ici, il devrait se passer quelque chose. Voilà. Donc ici, mon web shell, je lui ai mis une variable CMD et les variables que je fais ici me permettent d'obtenir des lignes de commande comme si je tapais directement un bash sur la machine. Donc ici, on voit que je suis connecté en route. Donc super. Alors moi, je ne suis pas très fan des web shells. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, donc sur ma Kali, donc là, je
je vais faire ce qu'on appelle un reverse shell. Donc, je vais simplifier les choses parce que je n'aime pas travailler avec des web shells dans la plupart des cas. Hop. Et donc, je vais... Ça, c'est ma petite cheat sheet, c'est pour aller un peu plus vite. Et donc ici, en commande, je vais ouvrir... Normalement, je vais ouvrir un accès distant directement sur la machine. Donc là, on voit ici que j'ai reçu un signal. Et donc, si je fais un test, super, je suis bien connecté à la machine. Alors là, moi, le fait que je sois root, c'est un peu bizarre parce que souvent, quand même, quand on accède à une machine, quand on fait des applications, on va éviter de donner tout de suite le maximum de droits à l'application. Donc là, il y a quelque chose que je vais vérifier. C'est peut-être que je ne suis pas directement sur le serveur en lui-même, mais sur un conteneur. Donc là, on voit ici qu'il y a un fichier Docker qui tourne. Donc là, ça veut dire que je ne suis pas complètement sur le serveur. Et ça m'embête un peu parce que je suis un peu limité dans mes actions. Là, je vais regarder quelque chose. Ici, là, j'ai fait un ls/dev. Au niveau du /dev, on a un ensemble de volumes qui sont montés. Et lorsque vous voyez sur un conteneur Docker et plein de volumes comme ça veut dire que le conteneur il a été lancé avec un mode qui s'appelle privileged. Et ça veut dire que c'est un conteneur qui a beaucoup de droits. Et donc, c'est pas bien configuré dans la mesure où je peux accéder au volume du serveur qui héberge ce conteneur. Et donc, je vais utiliser cet exploit-là dans la mesure où je vais simplement monter le volume du serveur en lui-même pour essayer de récupérer des informations. Donc là, j'ai simplement monté le volume VD1 qui est le volume du serveur. Et donc là, si je fais un ls/tmp/root où j'ai monté normalement le volume, ici, vous voyez, j'ai bien le file system de mon serveur. Et donc là, à partir d'ici, ce qui va m'intéresser, c'est potentiellement des informations sur est-ce qu'il n'y a pas une petite clé RSA qui traîne SSH pour que je puisse me connecter avec un compte directement sur le serveur. Ce sera plus simple pour travailler ensuite dans mon attaque. Donc ça, c'est effectivement le cas. Cette clé est bien présente. Donc, je vous épargne la recherche. J'espère que je ne suis pas trompé. Ah si, j'ai fait une erreur. Voilà, et donc cette clé SSH, je vais pouvoir la récupérer et je vais pouvoir ensuite me connecter directement sur la machine. Hop. Donc là, fort de cette information, je vais quitter mon premier reverse shell et ici, je vais simplement faire un SSH avec la clé que j'ai obtenue. Alors. Donc la clé, je l'avais récupérée, elle est là. Et donc là, super, je suis connecté avec le compte Maligrad sur le serveur lui-même et pas sur le conteneur Docker. Donc là, je suis dans le SI. J'ai compromis le SI. Par contre, je suis avec un utilisateur Maligrad. Si je regarde un peu ses groupes, etc., on voit qu'il n'a pas des droits root. Donc c'est un peu pénible pour moi pour continuer mon attaque. Moi, ce que j'aimerais, c'est être root de la machine. Donc là, ce que je vais faire, c'est une attaque par élévation privilège. Mais comment est-ce que je peux faire ? Sur quel axe je dois commencer. Donc là, en fait, je devrais faire une énumération longue et fastidieuse pour essayer d'identifier des choses. Et en fait, ce travail, je l'ai fait en amont. Et ce qui va m'intéresser, en fait, c'est la version du kernel Linux de la machine. On voit que je suis sur une Debian et on voit ici que j'utilise une version 5.10.46.4. Et en fait, cette version, elle est vulnérable à une attaque qui est aussi sortie récemment, qui s'appelle Dirty Pipe, qui consiste à exploiter la manière dont gère Linux, la gestion et l'attribution de fichiers pour faire une élévation de privilège. Donc là, j'ai un problème que j'ai déjà mis dans la machine qui s'appelle normalement Dirty Pipe Checker. Hop. Et donc, si je lui mets la version, hop, ouais, il me dit, c'est parce que, tac, si je ne mets pas ça. Oui, j'ai pas. Bon.
Et bah normalement c'est censé marcher. Ah voilà, ok, j'ai pas mis le bon truc. Donc là il me dit bien que c'est vulnérable to Dirty Pipe. Donc à partir d'ici j'ai un autre exploit simplement ici qui s'appelle Dirty Pipe et qui va faire un truc intéressant, c'est qu'il va changer le fichier root qui contient les comptes et qui va changer le mot de passe du compte root et le mettre à pipe. Donc à partir de ça, si tout va bien, je vais pouvoir me connecter en tant que root. Et là, si je fais un ID, je suis bien root. Et donc là, j'ai compromis complètement la machine. Et donc, j'ai pu avoir un premier accès dans le réseau de Nitrosoft. Et à partir de là, je vais pouvoir poursuivre mon attaque et faire des attaques, des mouvements latéraux et essayer de compromettre complètement le SI. Donc voilà, mission accomplie. Donc, si je reviens à ma présentation, si on essaie un petit peu de résumer, on voulait attaquer Nitrosoft, on ne pouvait pas le faire immédiatement. Et on a fait des recherches. Avec la collecte d'informations, on a identifié un fournisseur tiers avec lequel travaille Nitrosoft. On a identifié une personne qu'on a décidé de cibler pour faire une attaque parce qu'elle travaillait avec un projet en commun avec Nitrosoft. À partir de là, j'ai réussi à obtenir un compte. J'ai pu identifier un serveur vulnérable sur Internet, exploiter une première faille, sortir d'un conteneur qui hébergeait cette application vulnérable. Et à partir d'ici, une fois que je suis sorti de ce conteneur, j'ai fait une élévation privilège pour devenir root et avoir un premier accès sur le réseau. Ensuite, après, rien ne m'empêche de mettre en place une backdoor ou autre pour revenir par la suite et faire des mouvements latéraux pour essayer de compromettre complètement le SI Nitrosoft. Donc si on résume les vulnérabilités qu'on a exploitées, on pourrait les regrouper en 3 grosses catégories. La première, c'est tout ce qui a concerné les mauvaises habitudes. On a eu des informations exposées publiquement, on a eu des mauvaises gestions de commit, réutilisation de mots de passe. Ensuite, on a tout ce qui va concerner les mauvaises configurations. On a eu une connexion à un seul facteur sur un service. On a eu des services accessibles depuis extérieur avec SSH. Et enfin, on a exploité surtout des vulnérabilités liées à des systèmes qui ne sont pas mis à jour. Finalement, Philippe, comment est-ce qu'on pourrait faire pour limiter ces risques? Ouais, mais ça arrive jamais ce que tu nous évoques. Comment? Ça n'arrive jamais? Ouais, non, pourtant, c'est arrivé il y a 3 ans à Airbus, une supply chain attack. Ouais. Il s'est passé par un prestataire et puis Airbus s'est fait avoir. Les messages de commit qui laissent des infos, ça arrivait avec SolarWind il y a 1 an et demi. Donc là, c'est pire puisqu'on a vérolé un logiciel qui était censé être sain, puisqu'on a réussi à s'introduire sur l'exploitant qui mettait en place cette application. On a mis une petite backdoor de manière discrète et on a publié ça. Et puis, il y a plein de gens qui ont installé, qui ont mis des backdoors chez eux. Tu voudrais dire qu'il faudrait sensibiliser les utilisateurs, parce que ça, on l'entend tout le temps. Hein. C'est un vrai travail. Hein. Ouais, et pourtant, c'est nécessaire. Ouais. Il faudrait agir, tu dis mauvaise configuration, donc il faudrait maîtriser les systèmes. C'est ça, savoir. C'est-à-dire faire le boulot des administrateurs qui sont faits trop tard. C'est vrai, souvent c'est fait tardivement, il faudrait le faire en avance de phase. Ouais. Et les mises à jour qu'on n'a pas le temps de faire, il faut les faire. C'est ça, et on peut les contrôler en menant des audits automatiques ou réguliers, ou des tests d'intrusion, etc. D'accord. Voilà. C'est tout? Ouais, c'est déjà beaucoup de choses. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vous invite à nous retrouver. On est en face, on s'est mis en face. Hein. Donc, dès que vous sortez, c'est le stand. Oui. On est prêt à vous accueillir avec Renaud. Voilà. J'ajouterais effectivement que les sessions reprennent à la fois demain et jeudi. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez bien évidemment, comme l'a dit Philippe, rejoindre Click Group sur son stand qui est juste à la sortie et prendre connaissance des différents horaires d'intervention à la fois demain et dans 2 jours pour une séance de rattrapage si besoin était. Voilà. Tout à fait. S'il y a des choses qui n'ont pas été très claires et que vous voulez revoir, n'hésitez pas à repasser. Merci beaucoup Renaud. Un mot de la fin? Merci à tous. J'espère que cette démo vous montre un petit peu les différents risques cyber qui peuvent exister. Et puis, je vous invite à me retrouver au stand juste derrière si vous avez des questions. J'aurai un peu plus de temps pour pouvoir y répondre. Eh bien, merci. Merci Click Group. Bravo à eux. Vous pouvez les applaudir. Ils inauguraient ce Hacking Lab avec cette présentation de cyberattaque. Les prochains intervenants seront le partenaire Mendiant avec un scénario d'attaque qui va vous être joué. On va accueillir les participants et puis ensuite, vous pouvez retrouver le programme du Hacking Lab sur le site, tout simplement le site internet du Forum international de la cybersécurité.